Tous les matins, avant même que le soleil ne se lève sur les collines paisibles des environs de Lyon, Clémence Moreau entamait sa journée. Dans le silence de l'aube, seule l'odeur du café fraîchement moulu et le craquement du vieux parquet sous ses pas accompagnaient ses gestes. Elle vivait dans une petite chambre attenante aux cuisines du château Duret, un domaine imposant, où se mêlaient luxe ancien et extravagance moderne. De l'extérieur, la bâtisse évoquait les contes de fées, mais pour Clémence, elle n'était qu'un théâtre où elle jouait un rôle muet et invisible. Employée domestique depuis 3 ans, Clémence connaissait chaque recoin du château. Elle savait quelles portes grinçaient, quels rideaux laissaient de filtrer trop de lumière et quels invités laissaient toujours des traces de parfum entêtant dans les couloirs. Elle travaillait avec rigueur, sans jamais se plaindre, accomplissant ses tâches avec une discrétion presque fantomatique. Dans le monde de ses employeurs, elle n'était qu'une silhouette en arrière-plan, une présence utile, mais sans nom. Même Vincent Duret, le propriétaire, un jeune héritier millionnaire aux habitudes tapageuses, l'appelait parfois la fille de ménage, sans chercher à savoir davantage. Vincent vivait dans une bulle de privilèges. 30 ans à peine, costume sur mesure, regard arrogant. Il naviguait entre rendez-vous d'affaires et fêtes somptueuses. À ses côtés, des femmes magnifiques, des hommes influents, des rires trop forts et des verres toujours remplis. Il ne manquait de rien, sauf peut-être de profondeur. Pour lui, Clémence n'était rien d'autre qu'un élément fonctionnel de son confort quotidien, au même titre que la machine à café ou le majordome. Dans les salons dorés du château, les invités défilaient chaque semaine. Dîner mondain, vernissage privé, dégustation de vins rares. Clémence, toujours en retrait, observait sans être vue. Elle écoutait, en silence, les conversations creuses sur la mode, les placements financiers ou les vacances aux Maldives. Personne ne lui adressait jamais la parole. On ne lui posait pas de questions. Son uniforme noir et blanc, impeccablement repassé, devenait presque une armure qui la rendait invisible. Mais derrière cette apparente insignifiance se cachait un monde que personne ne soupçonnait. Le soir, une fois ses tâches accomplies, Clémence s'enfermait dans sa chambre, où les murs étaient tapissés de dessins au fusain, de croquis anciens, de lettres jaunies. Elle conservait précieusement des livres d'art, des manuels de langues étrangères et un carnet rempli de pensées, de souvenirs, d'esquisses. Elle parlait couramment l'anglais, l'italien et un peu d'allemand. Avant que la maladie de sa mère ne bouleverse sa vie, Clémence avait étudié aux Beaux-Arts de Paris. Elle rêvait d'enseigner, de créer, de voyager. Personne, pas même les autres domestiques, ne connaissait cette part d'elle. Elle ne cherchait pas à s'ouvrir. Son passé était comme une œuvre inachevée, qu'elle avait enfermée à double tour. Tout ce qu'elle possédait désormais se résumait à ce travail discret et à une routine bien huilée. Et pourtant, quelque chose en elle n'était pas mort. Un éclat timide, mais tenace, continuait à briller dans l'ombre. Une voix intérieure lui rappelait chaque matin qu'elle n'était pas née pour disparaître. Elle se souvenait encore du rire de sa mère, des promenades au jardin du Luxembourg, de la première fois qu'elle avait vu les nymphéas de Monet. Ces souvenirs l'aidaient à tenir. Tandis qu'elle nettoyait les marbres froids de la salle de bal ou repassait les chemises de Vincent, elle se récitait des poèmes en italien, traduisait mentalement les discussions qu'elle entendait, dessinait mentalement les visages des invités. Elle transformait son isolement en refuge. Mais dans ce monde scintillant qu'il ignorait, Clémence ne nourrissait ni haine ni rancune. Elle n'enviait pas la vie de ses employeurs. Ce qu'elle désirait, au fond, c'était retrouver la Clémence d'autrefois, celle qui riait fort, qui dessinait jusqu'à l'aube, qui croyait que le monde lui appartenait. Le château n'était qu'un passage, un long détour, une pause dans une vie interrompue trop tôt. Ce matin-là, alors que le soleil perçait lentement les brumes matinales et que les bruits du château commençaient à s'éveiller, Clémence s'arrêta un instant devant le miroir fendu de la buanderie. Elle observa son reflet, chignon serré, peau fatiguée, regard terne. Ce qu'elle voyait ne lui plaisait pas, mais elle savait que cette image n'était pas elle, pas vraiment. Elle tourna les talons, attrapa son seau et reprit sa ronde. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que cette journée, anodine en apparence, allait tout changer. Une phrase prononcée sur un ton moqueur, un pari absurde. Et sa vie, jusque-là silencieuse, allait résonner dans toute la France. La fin d'après-midi baignait le château Duret d'une lumière dorée
lorsque Vincent, entouré de ses amis dans le grand salon, évoqua à demi-voix un événement que tous attendaient avec impatience. Le grand bal caritatif du Palais Garnier à Paris. L'occasion de briller dans des tenues luxueuses, de se montrer parmi les puissants et de s'assurer une place dans les pages des magazines de la haute société. Les convives discutaient avec animation des listes d'invités, des designers qu'ils allaient porter, des rumeurs mondaines qui circulèrent déjà autour de la soirée. Vincent, allongé nonchalamment sur un fauteuil en velours bleu nuit, jouait distraitement avec le pied de son verre de vin. Il s'ennuyait. Malgré l'agitation autour de lui, rien ne semblait captiver son attention. Il avait l'habitude des événements mondains, des regards flatteurs, des compliments intéressés. Tout cela lui paraissait désormais sans saveur. L'idée de participer une fois de plus à cette comédie bien huilée le lassait profondément. L'un de ses amis, Hugo de la Mare, un fils de diplomate à l'ironie mordante, lança alors « Et si, pour une fois, tu créais un vrai scandale ?» Pas une de ces petites provocations fades qu'on oublie dès le lendemain. Je parle d'un vrai choc. Quelque chose qui ferait parler Paris entier. Vincent sourit vaguement, sans répondre. Mais les mots restèrent en suspens, plantés comme une graine malsaine. Une seconde plus tard, son regard glissa machinalement vers la porte que Clémence venait de franchir sans bruit. Elle portait un plateau avec des coupes de champagne, droites, concentrées, comme toujours. Elle servit les invités avec discrétion, s'effaçant aussitôt que les verres furent pleins. Ce fut à cet instant précis que Vincent, d'un ton faussement détaché, lança « Tiens, je vais l'emmener, elle !» Rires étouffés, regards incrédules. Hugo haussa les sourcils. « Qui ça, la domestique ?» Vincent prit une gorgée de vin, haussa les épaules. « Pourquoi pas? Je vais l'emmener au bal. Imagine leur tête quand je débarquerai au bras d'une femme complètement hors des standards. Une révolution. » Il ponctua sa phrase d'un sourire narquois. « Je vais prendre la plus invisible du château et l'exposer sous les lustres du Palais Garnier. Ça, ce sera un vrai moment à savourer. » Les autres éclatèrent de rire. L'idée paraissait absurde, irrévérencieuse, typique du cynisme dont Vincent aimait faire preuve quand il voulait épater la galerie. Mais derrière les rires, certains y virent un frisson de cruauté. Clémence, toujours dans la pièce mais oubliée comme une chaise ou un rideau, avait entendu chaque mot. Pas seulement les mots. Le ton, l'intention, la légèreté méprisante dans la voix de son employeur. Elle ne laissa rien paraître. Elle posa le plateau vide sur la console, inclina légèrement la tête et quitta la pièce. Dans le couloir, son pas resta mesuré, calme. Mais à l'intérieur, une onde étrange se propageait. Ce n'était ni de la colère, ni de l'humiliation. C'était une secousse, une fissure dans le quotidien figé qu'elle avait accepté comme un état permanent. Le lendemain matin, alors qu'elle faisait le tour du grand salon pour dépoussiérer les meubles, Vincent, toujours entouré de ses amis, la désigna à nouveau du doigt. Clémence. Elle s'arrêta, le regarda sans répondre. Il ne l'appelait presque jamais par son prénom. Il lui fit signe d'approcher. « Samedi prochain, tu viens avec moi à Paris. Pour le bal. » C'est une invitation, pas un ordre. Il lança cette dernière phrase avec un rire étouffé, comme s'il se moquait déjà de sa propre audace. Les autres le regardaient, mi-amusé, mi-incrédule. Clémence, elle, le fixa sans détour. Ses yeux calmes, d'un gris limpide, ne trahirent aucun trouble. « Très bien, monsieur, je serai prête. » Un silence s'abattit. Un vrai. Celui qui précède le moment où les choses commencent à déraper, sans qu'on sache encore dans quelle direction. Vincent haussa les épaules. « Voilà qui est dit, » murmura-t-il, comme s'il n'en revenait pas qu'elle ait accepté. Mais ce qu'aucun d'eux ne comprenait, c'est que Clémence n'avait pas dit oui pour les raisons qu'ils imaginaient. Elle ne cherchait pas à leur prouver quoi que ce soit. Ce n'était pas une revanche, ce n'était pas une rébellion. C'était un point de rupture intérieure, une décision intime. L'occasion, peut-être, de reprendre possession d'une part d'elle-même trop longtemps mise en sommeil. Dans les jours qui suivirent, le château bruissait de rumeurs. La rumeur du choix de Vincent se répandait comme un parfum amer. Certains domestiques en riaient discrètement, d'autres détournèrent les yeux gênés. On commentait, on pariait, on anticipait le ridicule. Vincent, lui, semblait déjà regretter son impulsion, mais son orgueil ne lui permettait plus de reculer. Clémence, en revanche, n'en parlait à personne. Elle continua son travail avec la même régularité. Mais le soir, dans sa chambre, elle sortit un vieux carnet, griffonna des idées, des contacts oubliés. Elle pensait à Camille, son amie d'enfance,
perdue de vue depuis des années, mais dont elle savait qu'elle travaillait dans la mode à Paris. Elle pensa aussi à cette robe qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de porter, restée dans une vieille valise chez une tante éloignée. Elle se souvint des manuels de savoir-vivre qu'elle avait autrefois étudiés, non pas par obligation mais par passion. Acceptant cette invitation lancée comme une insulte, Clémence ouvrait sans le dire une porte longtemps fermée. Non pas pour jouer un rôle, ni pour éblouir ceux qui ne voyaient qu'apparence, mais pour se redéfinir. Une scène lui avait été offerte, certes sur un ton moqueur, mais elle avait le pouvoir de choisir comment y apparaître. Non pas en victime, ni en imposture, mais en femme complète, consciente de sa valeur. Et pendant que Vincent continuait à rire avec ses amis, convaincu d'avoir orchestré un coup d'éclat cynique, il ignorait qu'il avait en réalité déclenché un processus qu'aucun d'eux ne serait capable d'arrêter. Clémence, sans le montrer, venait de poser la première pierre d'une métamorphose silencieuse, mais irréversible. Le lundi suivant, alors que le ciel de novembre s'étendait en un gris uniforme au-dessus de Lyon, Clémence Moreau prit son unique jour de congé hebdomadaire pour quitter le château sans prévenir personne de ses intentions. Elle marcha jusqu'à la gare, un sac à la main, le visage impassible, le dos droit comme toujours. Elle prit le premier train pour Paris, assise seule près de la fenêtre, observant les paysages défiler sans que rien sur son visage ne trahisse la tempête intérieure qu'elle contenait. Ce n'était pas une fuite, mais un retour. Pas une réaction à l'humiliation, mais une décision mûrie dans le silence. Clémence n'avait pas oublié Camille. Petite fille vive et curieuse, elle était devenue une créatrice respectée dans les cercles parisiens, connue pour ses lignes pures, son respect des formes classiques et son refus des extravagances inutiles. Elles avaient partagé les bancs de l'école, les rêves de grandeur, les promesses de ne jamais se laisser avaler par la banalité. Mais la vie les avait séparées, chacune emportée par des courants opposés. Clémence avait quitté Paris pour s'occuper de sa mère malade, sacrifiant ses ambitions artistiques sans jamais les renier complètement. Camille, elle, avait continué, grimpé les échelons, trouvé sa voie. Elles se retrouvèrent dans un petit atelier de la rive droite, dissimulé derrière une cour fleurie. Camille, d'abord surprise de revoir son amie, la prit dans ses bras avec une sincérité désarmante. « Tu n'as pas changé, Clémence. Enfin, presque pas. » Un silence se fit, chargé de souvenirs et de non-dits. Clémence expliqua brièvement ce qu'elle faisait désormais. Elle ne mentionna pas l'humiliation ni le ton moqueur de Vincent. Elle parla simplement d'un bal, d'un besoin de se présenter au monde sous un autre jour. Camille ne posa pas de questions inutiles. Elle observa son amie longuement, puis hocha la tête. « Si tu veux que je t'aide, je le ferai. Mais seulement si tu veux vraiment te retrouver. Pas pour plaire à qui que ce soit. » Les jours suivants furent rythmés par les essayages, les choix de tissus, les ajustements subtils. Clémence ne cherchait pas la flamboyance, mais l'authenticité. Camille comprit immédiatement. Elle conçut une robe inspirée des coupes classiques françaises, épurée, élégante, faite pour sublimer sans déguiser. Chaque couture semblait dire « Voici une femme qui n'a rien à prouver, mais tout à exprimer. » Mais la transformation ne fut pas que vestimentaire. Clémence prit rendez-vous avec une ancienne professeure de diction, retrouva ses notes de protocole, réapprit les codes des réceptions officielles. Elle se remit à lire en italien, à écouter des conférences en anglais. Elle ne voulait pas seulement apparaître différente, elle voulait réveiller la femme qu'elle avait dû enterrer trop tôt. Chaque geste, chaque mot, chaque regard prenait désormais une intention nouvelle. En parallèle, elle poursuivait son travail au château sans rien laisser transparaître. Elle nettoyait, organisait, servait, comme si de rien n'était. Vincent, de plus en plus pris dans ses préparatifs, avait cessé de prêter attention à elle. Il avait raconté à plusieurs personnes qu'il menait une expérience sociale, une provocation artistique. Certains le suivaient dans cette narrative, d'autres commençaient à s'en lasser. Mais aucun ne soupçonnait que Clémence préparait quelque chose d'infiniment plus profond qu'une réponse. Elle ne cherchait pas à choquer, ni à faire taire qui que ce soit. Elle ne se nourrissait pas de revanche. Ce qu'elle construisait en secret n'était pas un coup d'éclat, mais une reconquête. Sa dignité, son élégance, son esprit n'avaient pas disparu. Ils avaient été mis en pause, relégués à l'ombre. Aujourd'hui, il revenait doucement à la lumière, porté par une volonté tranquille mais inébranlable. Camille fut la première à en être bouleversée. Lorsqu'elle vit Clémence marcher dans l'atelier avec la robe presque terminée, coiffée simplement, le regard droit,
Elle sentit une émotion lui serrer la gorge. Ce n'était plus la Clémence fatiguée et discrète des premiers jours. Ce n'était pas non plus la jeune fille d'autrefois. C'était une femme pleine, lucide, intacte, malgré les épreuves. Une présence. Le jour de la répétition protocolaire, Camille accompagna Clémence dans une salle louée pour l'occasion. Elles répétèrent les entrées, les postures, les salutations. Clémence se tenait droite, marchait avec grâce, parlait avec assurance. Pas une once d'arrogance, seulement une profonde conscience d'elle-même. Ce n'était pas un rôle qu'elle jouait. C'était elle, enfin elle. Le vendredi soir, veille de l'événement, Clémence retourna à Paris pour un dernier ajustement. Camille l'aida à placer les derniers détails, choisit avec elle les bijoux, discrets hérités de sa grand-mère, et lui donna un coffret contenant un foulard de soie brodé, pour porter sur les épaules s'il fait froid. Elles s'assirent ensuite en silence, partageant un thé, consciente de la portée symbolique de ce qui allait se passer. « Tu es prête ?» demanda Camille. Clémence répondit sans hésitation. « Je ne suis pas prête à impressionner. Je suis prête à être moi. » À ce moment-là, dans un coin de Paris, loin des projecteurs, loin des rires moqueurs, loin des jugements faciles, une femme reprenait possession de son histoire. Le bal n'était qu'un prétexte. Le véritable événement, c'était la naissance d'une nouvelle Clémence, ou plutôt le retour de celle qui avait toujours été là, patiente, en silence, dans l'ombre. Les jours précédant le bal du Palais Garnier furent marqués par un frémissement insidieux dans les sphères sociales parisiennes. Un murmure, d'abord discret, devint peu à peu une rumeur insistante. Vincent Duret, l'héritier à la réputation sulfureuse, avait choisi d'emmener sa femme de ménage au plus grand événement caritatif de la saison. Ce n'était pas une information officielle, mais plutôt une confidence transmise de verre en verre lors de dîners privés, une plaisanterie rapportée dans les vestiaires des clubs de sport huppés, une moquerie qui se glissait dans les conversations sous forme de sarcasme mondain. Les réactions furent à l'image du milieu, condescendantes, parfois cruelles, toujours empreintes de cette ironie qui masque mal la peur de l'imprévu. Certains s'amusèrent de l'audace prétendue de Vincent, parlant d'un geste subversif ou d'un pied de nez au conformisme. Mais d'autres, plus nombreux, attendaient avec une curiosité perfide de voir jusqu'où il irait dans sa provocation. Les réseaux sociaux s'en mêlèrent. De fausses identités, des profils anonymes commencèrent à poster des messages sarcastiques, des mèmes, des hypothèses. L'expression « la souillon du siècle » circulait déjà sur certains groupes privés, accompagnée de spéculations sur la tenue qu'elle porterait ou sur le moment précis où elle serait éjectée de la salle par sécurité. Il ne s'agissait pas seulement de commérage, c'était un tribunal silencieux qui se mettait en place, prêt à juger sans procès. Pendant ce temps, Clémence, parfaitement consciente de l'écho que suscitait sa simple présence annoncée, continuait sa préparation sans dévier de sa trajectoire. La veille du bal, elle retourna chez Camille pour les derniers ajustements. Le silence dans l'atelier était presque solennel. Camille, concentrée, peaufina les coutures, ajusta la taille, reprit une broderie qu'elle voulait parfaite. Elle ne disait rien, mais son regard trahissait une tension sourde. Elle savait ce qui attendait Clémence au Palais Garnier. Elle connaissait ce monde, ses faux sourires, ses louanges empoisonnées, ses regards qui déshabillent et qui jugent. Clémence, de son côté, ne cherchait ni à rassurer ni à se convaincre. Elle se regardait dans le miroir sans se fuir. Ses cheveux étaient remontés en un chignon élégant, tenu par une simple épingle de nacre. Son visage, à peine maquillé, laissait deviner ses traits naturels. Elle portait la robe comme si elle l'avait toujours portée. Rien ne semblait déplacé ou surjoué. C'était la tenue d'une femme qui avait retrouvé sa propre cohérence. Camille lui tendit une paire de gants courts et un petit sac de satin. « Tu n'as rien oublié ?» demanda-t-elle d'une voix basse. Clémence hocha la tête. « Non, je n'ai rien oublié. Ni ce que je suis, ni ce que je ne suis plus. » Ce fut la seule phrase échangée ce soir-là. Le reste fut silence, respect et une sorte d'admiration muette. Au château, le personnel observait la situation avec un mélange d'embarras et d'attente. Certains, d'abord moqueurs, commencèrent à réévaluer leur position. D'autres continuaient à glousser dans les couloirs, s'amusant à imiter la démarche de Clémence ou à inventer des dialogues caricaturaux. Vincent, lui, ne disait presque rien. Il avait mentionné la tenue de Clémence à quelques amis, se vantant d'avoir organisé la surprise du siècle, mais son assurance habituelle semblait faiblir à mesure que l'échéance approchait. Ce soir-là, dans son immense suite privée,
Il essayait plusieurs costumes, donnant des ordres vagues à son valet, vérifiant compulsivement son téléphone. Il n'admettait pas son trouble, mais il sentait confusément que l'histoire lui échappait. Ce qui n'était qu'un jeu au départ prenait des proportions qui le dépassaient. Il espérait un moment de gloire médiatique, mais il redoutait de devenir la cible de son propre piège. À Paris, les préparatifs battèrent leur plein. Le palais Garnier était en effervescence. Tapis rouges déroulés, verreries lustrées, fleurs fraîches disposées dans chaque recoin. Les listes d'invités étaient revérifiées, les badges imprimés, les agents de sécurité informés de tous les protocoles. L'organisation millimétrée ne laissait aucune place à l'imprévu, et pourtant, tout le monde semblait attendre précisément cela, le moment où Vincent Duret franchirait les portes avec sa mystérieuse invitée. Certains membres du comité de l'événement s'interrogeaient déjà sur la manière de réagir. Devrait-il intervenir si la tenue de la jeune femme était jugée déplacée? Faudrait-il discrètement la raccompagner si elle se révélait incapable de tenir une conversation correcte? Les plus prudents préparaient des discours, des scénarios de repli, des justifications publiques. Car dans un monde où l'apparence et la maîtrise sociale sont des armures, tout écart peut devenir un scandale. Ce que personne ne savait encore, c'est que Clémence n'avait pas l'intention de provoquer qui que ce soit. Elle ne viendrait ni pour choquer, ni pour se venger. Elle viendrait comme elle était, entière, droite, sans besoin de justification. Sa seule présence, à elle seule, suffirait à remettre en question des années de faux semblants. Et pendant que les invités préparaient leurs plus belles robes, que les journalistes de la presse mondaine chargeaient leurs appareils photos, que les réseaux s'armaient pour commenter en direct, une femme silencieuse montait dans une voiture, le regard posé, la tête haute, consciente que chaque pas qu'elle ferait dans cette nuit serait un pas vers une vérité plus grande que toutes les apparences. Le matin du bal, Paris s'éveilla dans un silence nerveux, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Tandis que les équipes de l'événement finalisaient l'installation des derniers détails au palais Garnier, Clémence, elle, se trouvait dans un petit appartement du Marais chez Camille. La lumière pâle du jour filtrait à travers les rideaux en lin blanc, projetant des ombres douces sur les murs. Le calme était absolu. Pas un mot, pas un bruit extérieur ne troublait cette bulle suspendue. Le bruit du monde était mis en sourdine, comme pour permettre à quelque chose d'essentiel de se révéler. Clémence se leva tôt, son esprit déjà en mouvement. Elle se sentait lucide, étrangement en paix. Son regard tomba sur une boîte en carton qu'elle avait récupérée quelques jours plus tôt chez sa tante, une boîte qu'elle n'avait pas ouverte depuis des années. Elle l'avait gardée presque mécaniquement, sans vraiment se rappeler ce qu'elle contenait. Ce matin-là, sans raison précise, elle décida de l'ouvrir. À l'intérieur, soigneusement rangés, se trouvaient des souvenirs de sa jeunesse, des photos, des brochures, des lettres, des dessins à moitié terminés. Il y avait là des fragments d'une vie pleine de promesses, avant que tout ne s'effondre. Ses doigts tremblèrent légèrement en feuilletant ces morceaux de mémoire. Sur l'une des photos, elle se vit, tout sourire, lors d'un vernissage à l'école des Beaux-Arts. Sur une autre, elle posait aux côtés de ses camarades lors d'un atelier en Toscane. Mais c'est une image en particulier qui la figea. Elle s'y trouvait, adolescente, debout devant un tableau de Delacroix au Louvre, aux côtés de son père. Il la tenait par les épaules, et elle regardait l'objectif avec cette intensité que seuls les très jeunes ont lorsqu'ils croient encore que le monde leur est promis. Ce jour-là, elle s'en souvenait parfaitement. C'était peu avant la maladie de sa mère, à une époque où elle parlait encore d'ouvrir sa propre galerie, de voyager entre Rome et New York, de donner des conférences sur la symbolique des couleurs. Son père, bibliothécaire passionné d'histoire de l'art, l'encourageait dans ses rêves, la traitait déjà comme une artiste à part entière. Ce souvenir, loin de la plonger dans la nostalgie, la renforça. Il lui rappela qu'elle n'avait jamais cessé d'exister. Ce n'était pas une illusion de jeunesse, ni un caprice. Elle avait été cette personne. Elle l'était encore, malgré les années, malgré les silences, malgré le rôle de domestique qui avait recouvert sa lumière d'une poussière tenace. L'image de son père, le regard plein de fierté, lui rappela une vérité essentielle. Ce n'était pas le monde qui avait renoncé à elle. C'était elle qui s'était effacée, par amour, par fatigue, par nécessité. Mais l'essence de ce qu'elle était demeurait intacte. Elle posa la photo sur la table, se redressa lentement et se dirigea vers le miroir. Ce qu'elle vit ne lui fit pas peur. Ses traits étaient plus marqués, ses paupières un peu plus lourdes qu'à 20 ans,
Mais quelque chose dans son regard s'était rallumé. Elle n'avait plus besoin de permission pour être elle-même. Elle n'avait plus besoin de justification. Elle n'avait plus rien à prouver. Camille entra dans la pièce sans frapper, portant la robe dans une housse en soie. Elle s'arrêta en voyant Clémence debout, droite, presque majestueuse dans sa simplicité. Elle ne dit rien. Clémence s'avança, ouvrit la housse et effleura le tissu du bout des doigts. Le satin, la dentelle discrète, la coupe sobre, tout était parfait. Pas spectaculaire, mais exact, à l'image de ce qu'elle voulait montrer. Une femme ancrée, digne, solide. Elle se déshabilla sans hâte, enfila la robe, ferma les boutons un à un avec une lenteur cérémoniale. Camille l'aida à ajuster les manches, à relever ses cheveux, à fixer la pince de nacre qu'elle avait choisie, la même que sa mère portait aux grandes occasions. Il n'y eut pas de mots de soutien, pas de phrases convenues. Ce n'était pas un moment de transformation. C'était un retour, et ce retour n'avait pas besoin d'effets spectaculaires. L'élégance n'était pas dans les détails visibles, mais dans la façon dont Clémence se tenait, respirait, avançait. En fin d'après-midi, la voiture vint la chercher. Camille l'accompagna jusqu'à la porte, la regardant monter avec une fierté silencieuse. Aucun des deux ne prononça de mots d'adieu. Tout avait déjà été dit, dans les silences, les gestes, les regards. Tandis que la voiture s'éloignait dans les rues de Paris, Clémence tenait la photo d'elle et de son père dans son sac. Elle ne comptait pas la montrer. Elle n'en avait pas besoin. Mais elle la porterait avec elle, comme un rappel muet de ce qu'elle avait été et de ce qu'elle choisissait à nouveau d'être. Au Palais Garnier, les invités commençaient à affluer. Les flashs des photographes crépitaient déjà. Les rumeurs s'intensifiaient. Certains cherchaient à apercevoir l'arrivée de Vincent, d'autres scrutaient les visages féminins avec impatience, prêts à pointer du doigt celle qu'on surnommait déjà l'inconnue du siècle. Mais dans la voiture qui roulait doucement vers l'opéra, une femme respirait calmement, les mains posées sur ses genoux, le dos droit, prête non pas à impressionner, mais à exister pleinement. Rien ne l'obligeait à y aller. Rien ne l'empêchait non plus. Et c'est précisément cette liberté retrouvée qui lui donnait cette force nouvelle. Ce n'était pas un bal, c'était une déclaration silencieuse. Je suis encore là, complète, entière, authentique, et personne ne pourra plus jamais l'ignorer. Le Palais Garnier, paré de dorures étincelantes et de bouquets grandioses, brillait sous les projecteurs comme un joyau dans la nuit parisienne. À l'extérieur, les marches de marbre étaient déjà noircies de monde, entre journalistes, photographes, invités tirés à 4 épingles et simples curieux venus assister au défilé mondain. Les voitures de luxe se succédaient dans une lente procession, déposant actrices, aristocrates, héritiers et figures de la haute société, toutes prêtes à occuper leur place dans un théâtre où chaque regard compte, où chaque geste est codifié. Mais ce soir-là, l'attente n'était pas seulement tournée vers les célébrités habituelles. Une tension étrange flottait dans l'air. Une rumeur persistante avait enflé tout au long de la journée. Vincent Duret, connu pour ses frasques provocatrices, devait arriver avec une femme venue d'un autre monde, une inconnue, une silhouette effacée du quotidien que personne ne connaissait. Certains pensaient à une performance artistique, d'autres à une forme de mépris déguisé en satire sociale. Les hypothèses allèrent bon train. Mais une chose était certaine, tous attendèrent de voir. À l'intérieur, les invités déjà installés échangeaient leurs suppositions, certains ricanant à l'idée du scandale, d'autres espérant assister à une scène digne d'un film. Les conversations se faisaient plus faibles à mesure que le moment approchait. Un bruit se propagea comme une onde. La limousine de Vincent venait d'arriver. Les objectifs se braquèrent sur l'entrée. Les murmures redoublèrent. Les téléphones se levèrent dans l'espoir d'immortaliser l'instant. La portière s'ouvrit. D'abord Vincent sortit, vêtu d'un smoking noir classique, l'air sûr de lui, les mains jointes dans le dos. Il salua les photographes avec l'habituelle désinvolture, mais son sourire avait quelque chose de crispé. Puis il se retourna, tendit la main. Un pied délicatement chaussé apparut, puis l'autre. Et enfin Clémence. Un silence presque physique s'abattit sur la foule. Elle descendit les marches de la voiture avec une lenteur calculée, une aisance tranquille qui contrastait brutalement avec l'image qu'on avait d'elle. Sa robe, d'un bleu nuit profond, épousait ses formes avec une élégance sobre. Le tissu tombait en lignes pures, sans fioritures, rappelant les grandes tenues des années 50,
celle que l'on n'ose plus créer aujourd'hui de peur d'en faire trop. Son chignon bas révélait la courbe parfaite de sa nuque. Son maquillage léger laissait voir chaque trait de son visage avec clarté. Et surtout, elle avançait les épaules droites, le regard fixe, comme si elle avait foulé ce tapis 100 fois. Les photographes, un instant désorientés, recommencèrent à prendre des clichés. Mais cette fois, il n'y avait plus de sarcasme. Ils capturaient un mystère. Les invités, massés à l'entrée du palais, cessèrent de murmurer. Ils la regardaient, interloqués, certains n'osant pas croire qu'il s'agissait de la femme que Vincent avait promis d'emmener. Où était la moquerie, la mise en scène? Il n'y avait rien d'autre qu'une femme digne, inclassable, qui ne semblait ni vouloir éblouir ni s'excuser. Vincent, de son côté, marcha à ses côtés comme s'il avait perdu l'équilibre de la situation. Il avait voulu choquer. Il s'était retrouvé dépassé. Clémence, en quelques secondes, avait inversé la dynamique. Ce n'était plus lui qui la mettait en lumière. C'était elle qui éclipsait tout. Dans le hall principal, les conversations cessèrent dès qu'ils franchirent la porte. Les regards se tournaient tous dans leur direction. Certains reconnaissaient vaguement la silhouette de Clémence, d'autres la découvraient, mais tous comprenaient instinctivement qu'il ne s'agissait pas d'une provocation. Il y avait dans son port de tête, dans sa façon de marcher, une certitude muette qui renvoyait chacun à sa propre insécurité. Une femme de la haute joaillerie, célèbre pour ses commentaires acides, se pencha vers son mari et chuchota « C'est elle, la domestique. Il a vraiment osé. » Mais la suite resta coincée dans sa gorge. Clémence passa devant elle et dans ce bref échange de regards, il n'y avait ni défi, ni soumission. Seulement une assurance pure, dénuée de posture. La salle de bal, remplie de lustres immenses et de dorures baroques, accueillit leur entrée dans un silence pesant. Les conversations reprirent progressivement, à voix basse, mais personne ne parvenait à détacher les yeux de Clémence. Ceux qui attendaient une caricature, une erreur de goût, un geste déplacé restaient sur leur faim. Elle ne donnait rien à juger. Elle n'offrait pas de point faible. Elle était simplement là, présente, pleine. Vincent essaya de reprendre le contrôle, plaisanta avec des amis, fit semblant de s'amuser de la surprise générale. Mais les regards n'étaient plus pour lui. On lui répondait poliment, puis l'attention retournait à elle. Il la regardait du coin de l'œil, de plus en plus mal à l'aise, comme un prestidigitateur qui voit son tour lui échapper, son public hypnotisé par un autre acteur qu'il n'avait pas prévu. Clémence, elle, restait fidèle à elle-même. Elle saluait avec grâce, parlait peu, écoutait beaucoup. Elle savait parfaitement où elle se trouvait, ce que chacun attendait, ce que chacun espérait. Mais elle ne leur donnerait ni effondrement, ni revanche. Elle n'était pas venue pour eux. Elle était venue pour se redresser, pour marcher à nouveau dans un espace qu'elle n'avait jamais cessé de mériter. Chaque geste, chaque pas, chaque silence était un message. Un rappel que l'élégance ne se fabrique pas avec de l'argent, que la classe ne s'achète pas, que la présence ne se crie pas. Elle incarnait à elle seule tout ce que cette société prétendait célébrer, mais qu'elle avait oublié de reconnaître, la sincérité, la profondeur, la maîtrise discrète de soi. Et quand la musique commença à résonner sous la coupole dorée du Palais Garnier, quand les premiers couples commencèrent à danser, Clémence, sans rien dire, s'approcha d'un serveur et demanda un verre d'eau. Pas de champagne, pas de mondanité forcée, juste un moment pour elle. Elle le porta à ses lèvres, puis observa la salle, calmement, sereinement. Elle ne cherchait pas à appartenir à ce monde. Elle venait simplement rappeler qu'elle n'en avait jamais été exclue. À peine quelques minutes après l'arrivée de Clémence Moreau au sein de la soirée, un courant subtil mais perceptible traversa la salle. Les invités s'étaient installés dans les vastes salons du Palais Garnier, au plafond baroque, où les lustres projetaient une lumière douce sur les dorures. Les conversations privées semblaient s'interrompre d'un coup quand des yeux se tournèrent vers elle. Une femme vêtue d'une robe ivoire, elle ne cherchait pas l'attention. Pourtant, elle en reçut. Le simple fait qu'elle avance parmi les élégants, sans hâte, sans tremblement, suffit à changer l'ambiance. Les rires feutrés cessèrent, les verres à la main se stabilisèrent, les porteurs arrêtèrent leur va-et-vient au moment même où elle franchit l'alcôve principale. On crut entendre un murmure comme un souffle collectif. « Qui est cette femme ?» Certains n'osaient se rapprocher, d'autres s'écartaient pour mieux voir. Les photographes abandonnèrent les moteurs de leurs appareils quelques secondes, comme s'ils cherchaient à recalibrer leur regard. Vincent Duret, venu ostensiblement à ses côtés,
comprit immédiatement que la dynamique avait changé. Il avait pensé orchestrer une mise en scène dont il serait l'auteur, mais il devint très vite figurant. Il sentit l'irréversibilité du geste qu'il avait déclenché. Le regard qu'il posa sur Clémence fut différent de celui qu'il adressait aux invités ou aux murs chargés d'œuvres d'art. Il y avait de la surprise, de l'inquiétude et, pour la première fois, un questionnement. Il comprit que la femme qu'il avait choisie dans un esprit de provocation ne lui appartiendrait pas comme un accessoire. Autour d'eux, certains invités murmurèrent des commentaires où se mêlaient curiosité, jugement et, pour certains, gêne. Une socialite renommée de la haute joaillerie, apercevant Clémence, posa à voix basse à son compagnon. Elle descend d'une voiture avec lui. Mais qui l'a invitée? Le mari haussa les épaules, habitué à ce que les surprises soient calibrées. Pourtant, il se sentit désarmé face à cette apparition. Quelques instants plus tard, elle se retrouva au centre d'un petit cercle informel. 3 ou 4 personnes partagèrent leurs impressions, chuchotant sur sa tenue, son port, la manière dont elle s'était adressée à un groupe de journalistes. Une remarque se glissa, « Elle sait se tenir mieux que certaines de nos habituées ». Clémence ne cherchait pas à plaire, elle ne symbolisait pas un renversement provocateur. Elle incarnait une présence, celle d'une personne intacte, simplement inscrite là où elle avait décidé d'aller. Elle écoutait, saluait calmement, répondait avec une voix posée, mesurée. On la remarqua encore davantage quand un groupe de jeunes mannequins, en attente près du buffet, l'observa, puis l'aborda timidement. L'une d'entre elles, vêtue d'un corsage de soie verte, finit par lui dire « Permettez-moi de vous féliciter pour votre tenue. Elle est magnifique. » Clémence inclina légèrement la tête. Elle répondit « Merci ». Elle ne dit rien de plus. Le silence fit suite, plus significatif que les mots. Pendant ce temps, Vincent ressentit un malaise grandissant. Il ressentait qu'il avait invité une femme qui n'avait pas besoin d'être invitée. Il percevait les regards qui ne le voyaient plus. Il essayait de sourire, engageait des discussions superficielles avec des financiers et des dirigeants, mais ses phrases sonnaient creuses. Il s'étonna de les entendre, de les répéter. Il remarqua qu'un des convives, un vieux magnate de l'immobilier, regardait Clémence avec une admiration subtile. Il vit aussi que certains photographes, d'habitude focalisés sur des célébrités connues, s'étaient écartés pour capturer le visage de celle qu'on avait au départ qualifiée de pauvre employée. Le dessert arriva, les chandelles furent rallumées, la soirée entra dans un autre registre. Clémence s'approcha de la fenêtre qui donnait sur la cour et la rue parisienne en contrebas. Les lumières de la ville semblaient danser dans la nuit. Un silence intérieur l'accompagnait. À côté, un jeune entrepreneur du secteur digital osa l'aborder. Il lui demanda « Puis-je savoir comment vous vous appelez, madame ?» Elle répondit « Clémence Moreau ». Il posa un regard de respect. « J'ai entendu que vous aviez travaillé dans l'art. » Elle hocha la tête. Elle ne parlait pas plus. Mais certains à table entendirent cette réponse. Une conversation discrète s'engagea à quelques pas derrière elle. Elle parle d'art, l'art. L'ironie de la situation ne lui échappa pas. L'homme à sa droite lui lança un sourire poli et murmura « Vous avez su faire une entrée remarquable. » Elle répondit « Merci. J'espère seulement que ma présence apportera quelque chose de vrai à cette soirée. » Il parut surpris, mais hocha la tête. Ainsi, la soirée avançait. Certains regardèrent leur montre, d'autres priaient peut-être pour que l'attention infime revienne à eux. Mais Clémence avançait calmement dans la pièce, serrant un petit sac de satin contre elle, se déplaçant avec une discrétion affirmée. Son port de tête disait qu'elle avait retrouvé un droit à la dignité, à l'espace. Chaque parole, chaque geste révélait qu'elle n'était pas là par hasard. Le clou de la soirée fut atteint lorsqu'un ami de Vincent, après un verre de vin trop léger, fit un commentaire sur l'inconnu et s'avança pour lui proposer un toast. Il s'exprima d'une voix haute à la charmante invitée de M. Duret, que nous ne connaissons pas. Les verres, c'est les verres. Clémence se leva, sourit avec authenticité, leva son verre sans hésitation. Elle dit simplement « À ce moment qui nous réunit, merci de me recevoir. » Il y eut un silence respectueux. Le toast fut murmuré. Certains applaudirent doucement, d'autres firent un demi-écho. Mais la surprise était totale. Ce n'était ni une saillie, ni un spectacle. C'était une déclaration de présence. Vincent la regarda. Il sut que ce geste, simple, calme, était la déclaration qu'il n'avait pas envisagée. Il n'était pas celui qui tenait désormais le spectacle.
Il ne contrôlait plus la scène, il laissait la femme qu'il avait choisie par dérision devenir l'axe inattendu. Alors que la musique redoublait, que les invités se rapprochaient pour discuter, que les photographes recommençaient à déclencher, Clémence passa dans le cercle, sourit à des inconnus, parla peu, mais parla vrai. Elle ne cherchait pas à appartenir à ce monde, elle venait d'y revenir. Et la salle, quelques heures plus tard, quand elle se disperserait, garderait peut-être une image différente de celle qu'elle avait attendue. On se souviendrait surtout de cette femme au port fier, au visage serein qui avait transformé un instant de moquerie en moment de révélation. On se souviendrait moins de l'événement mondain ou de la provocation calculée. On se souviendrait d'un regard qui se tourne, d'un silence qui s'impose. Clémence, en quittant la piste de danse quelques instants, effleura un mur couvert de peintures anciennes, se souvint de ses études, de ses espoirs, de sa vie mise en pause. Elle respira. Elle se sentit pleinement visible, sans avoir cherché à l'être. Elle sut que ce soir marquerait un avant et un après dans sa vie. Le moment était passé, mais l'écho allait rester. Alors que les conversations reprenaient peu à peu leur cours et que la musique classique baignait la salle de sonorités élégantes, une tension palpable persistait autour de Clémence. Elle n'était pas visible par des gestes brusques ni des mots tranchants, mais par les regards insistants, les sourires forcés, les silences prolongés à son passage. La curiosité s'était muée en méfiance discrète pour une partie des invités, en fascination sincère pour d'autres. Dans cette atmosphère feutrée, les masques sociaux continuaient à tenir, mais chacun savait qu'un point de bascule venait d'être franchi. Clémence, consciente de l'attention dont elle faisait l'objet, ne modifiait ni son comportement ni son attitude. Elle n'évitait personne, ne cherchait pas la compagnie, mais répondait à chaque interaction avec une courtoisie exacte. Pas de démonstration, pas d'affectation. Sa présence faisait tomber les manières affectées de ceux qui venaient envers elle avec une attente de ridicule ou d'inconfort. Elle opposait à l'hostilité polie la neutralité d'une dignité irréductible. Cela rendait ses détracteurs plus nerveux encore. Parmi eux, Juliette de Chambellan, épouse d'un industriel de l'automobile, trônait depuis des années au sommet des cercles mondains. Elle n'avait pas été élevée dans la richesse, mais s'y était fait une place grâce à une intelligence acérée, une ambition tranchante et un sens affûté des hiérarchies sociales. Voir une inconnue, et qui plus est, selon les rumeurs, une employée domestique, attirer l'attention que seule la distinction de naissance ou le prestige financier justifiait à ses yeux, lui était insupportable. Derrière ses manières raffinées se dissimulait un esprit sans indulgence. Profitant d'un moment où Clémence s'était rapprochée d'un petit groupe près du buffet, Juliette s'invita dans la conversation. Elle s'adressa à Clémence avec le ton faussement bienveillant qu'elle utilisait pour mieux déstabiliser ses cibles. « Vous avez une prestance remarquable, chère madame. Puis-je vous demander de quel milieu vous venez ?» Le silence autour du groupe s'épaissit instantanément. L'attente était palpable. Les regards affluèrent vers Clémence, guettant la moindre réaction, la moindre faille. Clémence, droite, tourna la tête vers Juliette. Elle plongea ses yeux dans les siens, sans dureté, sans provocation. « Je viens du même milieu que vous, madame. Celui de ceux qui apprennent, qui travaillent, qui tombent et se relèvent. » Un frémissement parcourut l'assemblée. Juliette haussa légèrement les sourcils, tenta de conserver le contrôle de l'échange. « Je veux dire, avez-vous des origines dans les arts, ou bien est-ce un intérêt tardif? Vous savez, ce genre de raffinement ne s'improvise pas. » Clémence ne baissa pas les yeux. Elle s'avança d'un pas sans jamais élever la voix. « J'ai grandi dans une maison remplie de livres. Mon père était bibliothécaire. J'ai étudié l'histoire de l'art à la Sorbonne, puis aux Beaux-Arts. Mais j'ai dû interrompre mes études pour m'occuper d'un parent malade. Je ne me suis pas improvisée, madame. J'ai seulement été silencieuse pendant un temps. Le coup était porté, net, sans agressivité, mais d'une précision chirurgicale. Juliette ne sut que répondre immédiatement. Son sourire se figea. Elle se tourna vers une autre invitée pour changer de sujet, mais l'humiliation subtile était déjà actée. Le groupe se dispersa lentement, et plusieurs invités vinrent saluer Clémence avec un respect nouveau, cette fois sans ironie ni condescendance. Vincent, non loin de là, avait tout observé. Il n'était pas intervenu. Il s'était figé en entendant les premiers mots de Juliette. Il connaissait ses méthodes et avait presque espéré, dans un coin tordu de son esprit, qu'elle ferait tomber Clémence de son piédestal éphémère. Mais ce fut le contraire.
Ce qu'il venait de voir l'ébranla plus profondément qu'il ne l'aurait cru. Il comprenait à présent qu'il ne savait rien de cette femme qui travaillait depuis 3 ans sous son toit. Pas même son prénom ne lui était familier jusqu'à il y a quelques semaines. Il lui avait collé une étiquette, comme à un objet. Et cet objet s'était mis à parler, à briller, à exister avec une puissance qu'il ne maîtrisait pas. Il s'approcha finalement d'elle, hésitant, les mains croisées dans le dos. « Vous vous êtes bien défendu. » Clémence le regarda calmement. « Je ne me défendais pas, je répondais. Ce n'est pas la même chose. » Il sourit mal à l'aise. « Vous auriez pu me le dire que vous aviez ce passé. » Elle haussa à peine les épaules. « Vous n'avez jamais demandé. » Il n'eut rien à répliquer. Et pour la première fois, Vincent Duret n'avait plus rien de l'arrogant millionnaire qui dominait les salons par sa prestance. Il était un homme dérouté, conscient d'avoir perdu la maîtrise, peut-être même une forme de respect de la part de ses pairs. Il s'éloigna, visiblement troublé. Clémence, elle, retourna vers le centre de la salle, salua une connaissance de Camille, reprit un verre d'eau et se mêla aux discussions. La soirée avançait. Elle n'était plus simplement celle dont tout le monde parlait. Elle était devenue une référence silencieuse de la soirée, une énigme que l'on tentait de résoudre, un miroir qui reflétait la superficialité de certains et la curiosité sincère d'autres. Elle ne cherchait pas à régler des comptes, elle ne cherchait pas non plus à prouver quoi que ce soit. Elle se tenait là, pleinement présente, et cela suffisait à faire vaciller les certitudes, à réorganiser les hiérarchies. Elle incarnait quelque chose que les autres n'avaient pas anticipé, la vérité tranquille de ceux qui n'ont pas besoin d'écraser pour exister. La soirée n'était pas terminée, mais déjà les dynamiques avaient changé. Et dans ce nouveau rapport de force silencieux, Clémence avait pris une place que personne ne pourrait plus contester. La soirée battait son plein. Les conversations se faisaient plus intimes. Les alliances se formaient autour des coupes de champagne à moitié pleines et des regards qui en disaient long. Clémence, jusqu'alors polie observatrice des mondanités, s'était fait un point d'équilibre discret au cœur d'un événement qui, sans elle, aurait suivi son cours prévisible. Sa présence, encore sujette à interrogation en début de soirée, s'était transformée en sujet central de toutes les discussions latérales. Mais au lieu de s'effacer sous la pression, elle semblait s'ancrer avec une force croissante, comme si plus on tentait de la cerner, plus elle affirmait sa place. C'est dans ce climat tendu, où les apparences régnaient mais où le naturel perçait malgré tout, qu'un homme mûr, au costume sobre et à la silhouette imposante, fit son entrée dans le salon principal. Étienne Boulanger n'était pas une figure du divertissement, ni un nom associé à la haute finance ou aux fortunes industrielles. Il appartenait au monde de la culture, un monde respecté, parfois redouté. Curateur de musées, historien de l'art et mécène discret, son influence s'exerçait dans les coulisses, mais ceux qui le connaissaient savaient que sa parole pesait lourd. Lorsqu'il repéra Clémence, il s'arrêta net. Il plissa les yeux comme pour confirmer ce qu'il voyait. Puis, d'un pas ferme, il s'approcha. Clémence, qui discutait avec une galeriste, le vit venir. Elle ne montra aucun signe de trouble. Lorsqu'il fut à sa hauteur, il s'adressa à elle sans détour, d'une voix claire que plusieurs personnes entendirent. « Clémence Moreau ?» Elle tourna la tête vers lui, le regard serein. « Monsieur Boulanger, cela fait longtemps. » Il resta un moment sans répondre, visiblement ému. « Très longtemps. Vous étiez la révélation de notre promotion. Tout le monde parlait de vous. Je vous ai cherché, vous savez. Après votre exposition reportée, vous avez disparu du jour au lendemain. » La conversation attira immédiatement l'attention. Le nom d'Étienne Boulanger n'était pas inconnu. Ceux qui l'entendirent s'approchaient en silence. Clémence hocha la tête. « La maladie de ma mère a exigé ma présence. J'ai fait un choix. J'ai quitté Paris. Je n'ai plus touché un pinceau depuis. » Boulanger, visiblement bouleversé, secoua la tête. « C'est une tragédie pour l'art français. Mais votre présence ici, votre posture, tout montre que vous n'avez rien perdu. Ce feu, il est encore là. » Clémence répondit calmement. « Le feu n'est jamais parti. Il a seulement été mis en veille. » Ce bref échange avait suffi à créer un effet domino. Les conversations se turent dans le cercle immédiat. Plusieurs invités, jusque-là sceptiques ou simplement curieux, prirent soudain conscience qu'ils ne se trouvaient pas face à une imposture mondaine, mais face à une femme au passé réel, à la trajectoire brisée puis assumée. La simple évocation d'un avenir artistique autrefois prometteur changea la perception collective. Elle n'était plus seulement cette domestique devenue l'invitée surprise d'un riche héritier. Elle était Clémence Moreau,
artiste formé, admiré, puis oublié. Vincent, resté en retrait depuis son bref échange plus tôt avec Clémence, vit la scène de loin. Il s'était approché à mesure que les regards se tournèrent de nouveau vers elle, non plus avec une curiosité teintée d'ironie, mais avec un respect nouveau, palpable. Il entendit le nom de Boulanger, comprit immédiatement ce que cela signifiait, et soudain, le ridicule de son geste initial s'imposa à lui avec une clarté brutale. Il n'avait pas simplement invité une femme sans statut pour provoquer. Il avait exposé au regard du monde son propre aveuglement, son arrogance, sa méconnaissance complète de celle qui vivait sous son toit. Il avait tenté de faire spectacle d'une personne qui, par son seul passé, aurait mérité tous les égards dès le début. Le cercle autour de Clémence s'élargissait. Des artistes, des mécènes, des collectionneurs s'avançaient, certains avec prudence, d'autres avec empressement. Tous voulèrent comprendre, reconnecter les points d'une histoire qui avait échappé à leur radar. Une femme, commissaire d'exposition, raconta même avoir gardé un croquis de Clémence dans ses archives, acquis lors d'un salon étudiant. « Je l'ai toujours trouvé remarquable, mais je n'ai jamais retrouvé trace de votre nom après cette année-là. » Clémence souriait, remerciait, mais ne se perdait pas dans l'euphorie. Elle restait sur sa ligne, celle d'une présence équilibrée, ancrée, qui ne se laisse ni flatter ni déstabiliser. Elle expliquait avec simplicité les années passées à s'occuper de sa mère, les difficultés matérielles, le besoin de travail immédiat, les portes fermées. Elle ne se plaignait pas. Elle racontait des faits. Et ces faits, posés ainsi, devenaient le miroir inverse de la superficialité ambiante. Certains regardaient Vincent, désormais seul, figé près d'un pilier. Il n'osait plus s'approcher. Le rôle qu'il avait voulu se donner s'était évaporé. On ne parlait plus de lui. On murmurait plutôt sur la violence cachée derrière son geste, sur la légèreté coupable d'avoir utilisé une femme comme accessoire. Et plus personne ne le défendait. Les sourires qu'il recevait étaient forcés, les poignées de main, tièdes. L'ombre de Clémence avait éclipsé sa lumière artificielle. Étienne, avant de s'éloigner, glissa une phrase à Clémence. « Vous ne pouvez pas rester dans le silence. Il faut que les gens voient ce que vous êtes capable de faire. Le monde de l'art a besoin de voix comme la vôtre. Venez me voir dans mon bureau. Nous reparlerons d'une exposition. » Elle acquiesça doucement, sans s'engager. Mais les regards alentour avaient tout entendu. L'information circulait déjà. Et dans les minutes qui suivirent, on ne vit plus en Clémence l'anomalie d'un soir, mais une possibilité, un retour, une promesse. La soirée, désormais, ne tournait plus autour d'un scandale, mais d'un mystère résolu. Et ce mystère, c'était l'existence silencieuse d'une femme que l'on croyait transparente, mais qui, en une seule soirée, avait révélé une profondeur, une trajectoire et une maîtrise que beaucoup avaient cru pouvoir lui nier à jamais. La salle principale du Palais Garnier vibrait d'une énergie différente depuis l'intervention d'Étienne Boulanger. Ceux qui avaient commencé la soirée avec une suffisance détachée observaient désormais avec prudence cette femme dont ils avaient ignoré ou méprisé l'existence quelques heures plus tôt. Clémence n'avait pas changé d'attitude, ni élevé la voix, ni occupé la scène de manière ostentatoire, mais elle avait modifié la perception de tout un groupe de personnes sans même l'avoir cherchée. Elle avait simplement été elle-même. Et c'était précisément ce qui rendait son ascension d'autant plus dérangeante pour ceux habitués à dicter les règles de l'acceptabilité sociale. Tandis que la soirée atteignait son apogée, le moment du discours officiel arriva. Le maître de cérémonie invita Étienne Boulanger à monter sur scène. Il était l'un des mécènes de la soirée et son nom suffisait à imposer le silence. Lorsqu'il s'avança au micro, un murmure parcourut la salle. Tous savaient qu'il était rare qu'il parle publiquement dans ce type d'événement. Il salua les organisateurs, remercia les artistes présents, puis, après une courte pause, s'écarta légèrement de son texte préparé. Son regard se posa sur la foule, puis il déclara d'une voix claire « Ce soir, j'ai eu la surprise et l'honneur de retrouver une femme dont le talent, il y a des années, avait ébloui les milieux artistiques. » Les têtes se tournèrent, les regards suivaient le sien. Il continua « Clémence Moreau, une artiste formée aux Beaux-Arts de Paris dont la voix artistique unique avait à l'époque été promise à une reconnaissance nationale. Les circonstances de la vie l'ont éloignée de ce parcours. Ce soir, elle est ici. Elle s'est tenue parmi vous avec grâce, dignité et humilité. Et je suis fier, très fier,
de lui proposer de revenir à ce qu'elle n'a jamais cessé d'être, une créatrice. Un frisson silencieux parcourut la salle. Le nom de Clémence résonna dans un tout autre contexte désormais. Ce n'était plus la femme anonyme accompagnant Vincent Duret, ce n'était plus une provocation, c'était une invitation au retour. Étienne se tourna vers elle et d'un geste simple, lui tendit la main. Clémence, assise non loin de la scène, se leva avec calme. Elle n'eut pas besoin de sourire exagérément, ni de feindre une quelconque surprise. Elle avança avec une assurance tranquille, monta les quelques marches qui menaient à la scène et prit la main qu'il lui tendait. Les applaudissements débutèrent timidement, puis s'amplifièrent. Quelques personnes se levèrent, d'abord par politesse, puis par réel respect. Clémence ne prit pas le micro. Elle inclina simplement la tête, salua, puis redescendit. Ce silence en disait plus que n'importe quel discours. Elle n'avait pas besoin de justifier sa présence. Elle n'avait pas besoin d'expliquer son parcours. Elle venait de prouver sans une parole de trop qu'elle avait toute sa place ici. Les applaudissements continuèrent quelques secondes après qu'elle se soit rassie. Dans la salle, le regard des gens avait changé. On ne parlait plus d'elle comme d'un phénomène étrange ou d'un caprice de millionnaire. On parlait d'elle comme d'un retour inattendu, mais légitime. Vincent, resté assis à sa place, tenta un sourire crispé. Il se redressa, fit mine d'applaudir plus fort que les autres, cherchant désespérément à redevenir partie prenante du moment. Mais personne ne l'observait. Personne ne cherchait à l'associer à ce tournant. Il s'était marginalisé lui-même. Ce qui devait être sa farce, son coup d'éclat, était devenu le tremplin d'une femme qu'il n'avait jamais réellement vue. Il baissa les yeux, comprenant que sa place venait d'être déplacée, que son nom ce soir serait associé à une erreur de jugement plutôt qu'à une prouesse sociale. À la fin du discours, plusieurs invités s'approchèrent de Clémence. Des critiques d'art, des journalistes culturels, quelques jeunes artistes curieux de connaître celle dont le nom revenait dans les conversations avec une admiration croissante. Elle répondit aux questions avec précision, sans s'attarder. Elle ne se dérobait pas, mais elle ne s'étendait jamais. Elle n'en faisait jamais trop. Cette retenue renforçait l'image d'une femme qui avait vécu, observé, réfléchi, et qui revenait non pas pour récupérer ce qui lui avait été volé, mais pour continuer ce qu'elle avait entamé. Dans les heures suivantes, Vincent tenta maladroitement de se repositionner dans l'histoire. Il raconta à qui voulait bien l'écouter que cette invitation avait été intentionnelle, qu'il avait toujours su que Clémence n'était pas une simple employée. Il parlait de sa volonté de provoquer les conventions, de remettre en question les hiérarchies. Mais ces mots sonnaient creux. Il était trop tard. Personne ne croyait à cette réinterprétation. Ce qui apparaissait désormais aux yeux de tous, c'était un homme qui avait tenté une blague cruelle et qui s'était retrouvé démasqué par sa propre ignorance. Au fil de la nuit, les conversations autour de Clémence ne cessèrent pas. Des opportunités se dessinaient. Camille, restée discrète mais attentive, observait avec une satisfaction silencieuse la reconnaissance enfin offerte à son ami. Elle savait que cette soirée marquait le début d'un nouvel élan. Non pas parce qu'une porte s'était ouverte, mais parce que Clémence l'avait franchie sans attendre qu'on l'y invite. Quand la fête toucha à sa fin, plusieurs invités proposèrent à Clémence de la raccompagner, de poursuivre la discussion ailleurs. Elle déclina poliment. Elle avait obtenu plus qu'un engagement professionnel. Elle avait, sans rien revendiquer, changé la nature même de cette soirée. Elle n'était plus une surprise dans l'histoire de Vincent Duret. Elle était désormais l'histoire elle-même. Le lendemain de la soirée au Palais Garnier, les échos de l'événement ne se firent pas attendre. Les colonnes des journaux mondains, les articles culturels, les réseaux sociaux et même certains plateaux télévisés évoquèrent tous le même nom, Clémence Moreau. Mais cette fois, il ne s'agissait ni de moquerie, ni de condescendance. Ce nom, jusqu'alors inconnu pour la majorité du public, était devenu synonyme de discrétion conquérante, d'élégance inattendue et de talent retrouvé. La femme que l'on avait attendue comme une anomalie vestimentaire était devenue le symbole de la soirée, éclipsant tout le reste. Les critiques parlaient d'une apparition maîtrisée, d'un retour inattendu, et plusieurs galeries commencèrent à publier des messages évoquant un grand nom à redécouvrir. Clémence, de retour à Lyon, prit quelques jours pour réfléchir, loin de l'agitation. Elle ne retourna pas immédiatement au château. Elle s'installa chez Camille, qui lui proposa un espace dans son atelier, un coin tranquille avec une lumière naturelle parfaite pour dessiner.
Le contraste entre le faste de la soirée et le calme de ses journées fut bénéfique. Dans cet espace silencieux, entouré de toiles vierges, elle put enfin se recentrer, prendre conscience de l'ampleur de ce qu'elle venait de déclencher. Il ne s'agissait pas d'un simple coup de projecteur, c'était l'ouverture d'un champ de possibles qu'elle n'avait plus osé envisager depuis des années. Au château d'Uray, le climat avait radicalement changé. Les membres du personnel chuchotaient dans les couloirs, partagés entre admiration et surprise. Ceux qui avaient autrefois ignoré ou sous-estimé Clémence se sentaient maintenant mal à l'aise, comme s'ils avaient laissé passer quelque chose d'essentiel. Certains regrettaient ouvertement leur attitude distante. Quant à Vincent, il avait depuis son retour gardé le silence. Ses tentatives maladroites de redorer son image lors de la soirée avaient été perçues comme des manœuvres pathétiques. Il se retrouva isolé, évité même par ses anciens alliés. L'homme qui faisait rire la haute société se retrouvait désormais seul face aux conséquences de ses actes. Mais Vincent n'était pas seulement embarrassé, il était aussi troublé. Il passait ses journées enfermé dans son bureau, revoyant des photos de la soirée, lisant les articles, essayant de comprendre à quel moment tout avait basculé. Il comprenait peu à peu que la femme qu'il croyait connaître, ou plutôt dont il n'avait jamais cherché à connaître quoi que ce soit, possédait une richesse intérieure, une histoire et une profondeur qui dépassèrent de loin celles des personnes qu'il avait toujours fréquentées. Ce qui avait commencé comme une plaisanterie s'était retourné contre lui avec une force inattendue, mais plus encore, il ressentait une forme de regret bien plus personnel. Il avait perdu une occasion. Pas simplement celle de se distinguer, mais celle d'approcher une personne exceptionnelle, qu'il avait méprisée par aveuglement. Une semaine après l'événement, Clémence prit sa décision. Elle rédigea une lettre de démission manuscrite qu'elle envoya au château par courrier. Pas d'email, pas d'explication téléphonique. Quelques phrases simples, polies, sans aigreur. Elle y remerciait la maison pour les années d'emploi, mais exprimait avec clarté son désir de se consacrer pleinement à son art. La lettre fut reçue par le majordome, qui la remit en main propre à Vincent. Il la lut en silence, puis la posa sur son bureau, sans mot dire. Il comprit qu'il ne reverrait probablement jamais Clémence dans les couloirs de sa demeure. Clémence, désormais libre, fut rapidement happée par l'intérêt croissant du milieu artistique. Avec le soutien de Camille et d'Étienne Boulanger, elle commença à organiser sa première exposition personnelle. Les rendez-vous se succédaient, les propositions affluaient, les éditeurs de catalogues d'art se disputaient déjà les droits de reproduction de ses œuvres anciennes. Elle retrouva dans ses cartons des esquisses oubliées, des toiles non terminées, des projets abandonnés qu'elle avait mis de côté au fil des années. Avec une énergie nouvelle, elle les reprit, les reconsidéra, les retravailla. Ce n'était pas un retour nostalgique, c'était une avancée consciente. Elle n'éprouvait aucune envie de revanche. Elle ne parlait pas de Vincent, ne nourrissait aucun ressentiment. Pour elle, ce chapitre était clos. Elle n'effaçait pas son passé, mais elle refusait de le laisser définir son avenir. Elle ne vivait pas dans le refus ni dans la rancune. Elle avançait simplement, avec la lucidité de ceux qui ont connu le silence et choisi d'en sortir sans fracas. De son côté, Vincent tenta une dernière fois de renouer. Il fit livrer un bouquet de fleurs blanches accompagné d'un mot « Vous m'avez ouvert les yeux. J'aimerais comprendre davantage. VD ». Clémence lut le message, le reposa sur la table et ne répondit pas. Elle n'avait rien à ajouter. Tout avait été dit. Toute tentative d'explication serait vaine. Elle savait que répondre à ce message, ce serait accorder à Vincent une place qu'il n'avait jamais méritée. Elle avait tourné la page, non dans la colère, mais dans la clarté. Vincent comprit le silence. Il n'insista pas. Il conserva le souvenir d'un soir où il avait perdu plus qu'un pari. Il avait perdu la chance de connaître une femme rare, non parce qu'elle lui avait été arrachée, mais parce qu'il n'avait pas su la regarder à temps. Pour la première fois, il découvrit ce qu'était la solitude de ceux qui ne voient que la surface des choses. Et pendant ce temps, Clémence, dans l'ombre d'un atelier parisien, peignait, non pas pour séduire ni pour choquer. Elle peignait pour dire ce qu'elle avait longtemps eu, pour reconstruire ce qu'elle avait été contrainte d'interrompre. Elle avançait, chaque coup de pinceau confirmant qu'elle n'était plus dans la marge. Elle était au centre de sa propre histoire, et rien ni personne ne pourrait désormais l'en écarter. Le soir de l'exposition arriva dans une atmosphère dense de promesses et de curiosité. L'événement était attendu, commenté,
presque surexposée. L'affiche portait simplement le nom de l'artiste en lettres sobres, Clémence Moreau, réminiscence. Pas de phrase choc, pas de slogan creux. Un nom, une promesse. Cela suffisait. Depuis l'annonce de la rétrospective organisée à la galerie Mornay, au cœur du quartier du Marais, les réservations s'étaient multipliées. Des critiques d'art, des galeristes, des artistes en résidence, des collectionneurs influents, mais aussi d'anciens collègues, d'anciens camarades de classe et même d'anciens visiteurs du palais Garnier. Tous voulaient voir, de leurs yeux, ce que cette femme devenue symbole de dignité silencieuse avait à montrer. La galerie, habituellement sobre, avait été aménagée avec finesse par Camille et l'équipe de curateurs réunie par Étienne Boulanger. Les murs blancs offraient un écrin neutre à une sélection méticuleuse d'œuvres, composées pour moitié de travaux anciens, réinterprétés, et pour moitié de créations nouvelles. L'exposition suivait un parcours chronologique, de la lumière vive des premiers autoportraits aux teintes sombres des années d'abandon artistique, avant d'aboutir à une série de tableaux puissants, profonds, réalisés dans l'atelier parisien où Clémence avait repris contact avec sa propre voix. Le soir du vernissage, la rue était animée. Une file discrète s'étendait devant l'entrée, des passants s'arrêtaient, demandaient ce qu'il se passait. À l'intérieur, les discussions allaient bon train, mais personne ne haussait le ton. Il y avait dans l'air une retenue respectueuse, comme si chacun comprenait que l'on assistait à quelque chose de rare. Clémence arriva sans escorte, vêtue simplement d'une robe noire droite et d'un manteau gris clair. Pas d'entrée orchestrée, pas de flash organisé. Lorsqu'elle entra, ceux qui l'avaient reconnue s'écartèrent instinctivement, comme pour lui faire de la place. Elle salua les organisateurs, remercia l'équipe et se mit à circuler lentement entre les œuvres, observant elle-même ce qu'elle avait produit avec le recul que permet le travail accompli. L'émotion fut palpable dès les premières toiles. Plusieurs visiteurs s'arrêtèrent longuement devant un triptyque sans titre, représentant 3 silhouettes féminines, assises sur des bancs différents, chacune tournant le dos à une fenêtre. Les couleurs, d'abord froides, évoluaient vers des tons plus chauds d'un panneau à l'autre. Une galeriste murmura « On dirait le silence qui se réchauffe ». D'autres commentaires, plus techniques, analysèrent la composition, la lumière, la matière. Tous convergeaient vers une même impression, celle d'une œuvre habitée. Clémence se laissa aborder avec douceur. Elle parlait peu, mais ses réponses étaient précises. Elle ne donnait pas de clés toutes faites. Elle disait simplement ce qu'elle avait ressenti, jamais ce qu'il fallait comprendre. Elle ne cherchait pas à convaincre, elle partageait. Plusieurs visiteurs émus lui confièrent à demi-mot que ces toiles avaient éveillé en eux des souvenirs, des douleurs, parfois même des décisions restées en suspens. Une femme âgée, galeriste à la retraite, posa la main sur son épaule et dit « Ce que vous exprimez là, c'est ce que beaucoup d'entre nous n'ont jamais osé affronter. » Clémence la remercia d'un hochement de tête. Au fond de la salle, posée sur un petit fauteuil, une présence passa inaperçue pour la plupart des visiteurs. Il s'agissait de l'ancienne cuisinière du château Duret, venue discrètement, sans prévenir personne. Elle s'était déplacée seule, habillée de manière simple, les yeux brillants d'émotion. Lorsqu'elle aperçut Clémence de loin, elle ne s'approcha pas immédiatement. Elle attendit, observant cette femme qu'elle avait connue en tablier, effacée dans les couloirs silencieux du château, aujourd'hui entourée, admirée, restaurée dans sa pleine stature. Clémence finit par la voir. Son visage s'éclaira d'une surprise douce. Elle s'excusa auprès de ceux qui lui parlaient, traversa la salle d'un pas rapide mais contenu et s'approcha. Les deux femmes se regardèrent quelques secondes, sans mots. Puis Clémence ouvrit les bras. L'autre s'y blottit aussitôt. L'accolade, simple, vraie, émue, n'échappa pas au regard. Plusieurs personnes la virent, sans comprendre qui était cette femme plus âgée, mais comprenant qu'un lien profond se révélait là, sous leurs yeux. Lorsque l'instant s'apaisa, Clémence lui dit simplement « Je ne serais pas ici sans vous ». La femme secoua la tête. « Tu as toujours été là. Fallait juste que les autres ouvrent enfin les yeux. » Qu'elles restèrent encore un moment côte à côte, puis la cuisinière s'éclipsa aussi discrètement qu'elle était venue. La soirée se poursuivit dans une ambiance douce, presque solennelle. Clémence n'était pas la vedette d'un spectacle. Elle n'était pas là pour briller. Elle était là pour offrir ce qu'elle avait porté en silence. Et le public, dans son intelligence sensible, le comprit. Elle ne cherchait pas la gloire. Elle voulait témoigner. Avant de quitter la galerie,
certains visiteurs glissèrent de petits mots dans une urne laissée à l'entrée. Ce n'était pas prévu, mais l'initiative avait émergé spontanément. On y lisait des phrases comme « Merci d'avoir dit ce que je ne savais pas formuler » ou encore « Vous avez donné forme à mes silences ». Une personne écrivit « Ce que vous avez reconstruit est plus grand que ce que vous avez perdu ». Et pendant que Clémence aidait l'équipe à remettre de l'ordre, replacer un panneau mal centré, elle souriait. Ce n'était pas un triomphe bruyant, c'était une victoire intime, non pas sur les autres, mais sur l'effacement. Elle n'était plus spectatrice de sa propre vie, elle en était redevenue l'autrice, trait après trait, couleur après couleur. La reconnaissance ici n'était pas celle des titres ou des statuts, c'était celle de l'essentiel, être vue, comprise, respectée. Et ce respect, désormais, ne serait plus jamais négociable. La trajectoire de Clémence Moreau, autrefois ignorée, aujourd'hui incontestable, s'était désormais ancrée dans l'imaginaire collectif comme celle d'une résurrection digne, sans tapage, construite non sur la vengeance ou la provocation, mais sur la constance, la compétence et une lucidité calme. En quelques mois, son nom avait quitté la sphère des anecdotes mondaines pour devenir référence dans le milieu artistique, puis au-delà. Des émissions culturelles lui consacrèrent des segments entiers. Des professeurs d'université citèrent son parcours dans leurs cours. Des articles l'élevèrent au rang de symbole d'émancipation silencieuse, non parce qu'elle avait revendiqué ce statut, mais parce qu'elle avait incarné par sa seule façon d'exister un idéal que peu avaient eu le courage de défendre jusqu'au bout. Dans les écoles d'art, ses œuvres faisaient déjà l'objet d'analyses. On louait la cohérence de sa palette, la tension contenue de ses lignes, le dialogue intérieur de ses compositions. Mais plus que son style, ce qui frappait, c'était la force de ce qu'elle représentait. Une vie marquée par la rupture, puis redressée sans effusion par le travail, la maîtrise et la discrétion. Aucun élément dans sa carrière récente n'avait été guidé par le ressentiment. Elle n'avait jamais prononcé une parole contre Vincent Duret, jamais évoqué publiquement la manière dont elle avait été invitée à la fameuse soirée. C'était précisément ce silence-là, si rare, si peu spectaculaire, qui la rendait redoutablement forte. Le nom de Vincent, justement, avait cessé d'être associé au prestige ou à l'audace. Il était devenu, malgré lui, une sorte de repère inversé dans les conversations. On disait « Ne fais pas un Vincent Duret », comme on dit. « Ne te ridiculise pas à vouloir humilier les autres sans les connaître ». Les médias l'avaient oublié peu à peu. Les invitations qu'il recevait diminuaient. Les partenaires d'affaires, jadis empressés, devenaient distants. Il n'avait pas été exposé publiquement, ni annulé par la vindicte populaire. Il avait simplement disparu des cercles qu'il considérait comme acquis. Le ridicule ne l'avait pas ruiné. Il l'avait isolé. Et dans ce silence imposé, il n'y avait pas d'insulte, juste l'écho d'une époque qui avait changé sans lui demander son avis. Clémence, elle, poursuivait sa route. Elle avait ouvert un atelier ouvert au public 2 jours par semaine, dans une rue tranquille du 11e arrondissement. Elle y enseignait des cours de dessin d'observation, accueillait des élèves débutants comme confirmés, parlait peu, mais regardait beaucoup. Les visiteurs qui la reconnaissaient étaient surpris de sa simplicité. Elle refusait les décorations, les titres, les cérémonies. Elle disait « Ce que j'ai à dire est dans mes toiles ». Et c'était vrai. Tout était là. Un jour, une journaliste lui demanda « Est-ce que vous vous sentez vengée ?» Elle répondit sans hésitation « Je ne me suis jamais battue contre quelqu'un. J'ai juste décidé de ne plus m'effacer. » Cette phrase fit le tour des rédactions. Pas parce qu'elle était provocante, mais parce qu'elle captait parfaitement ce que beaucoup ressentaient sans savoir le dire. Une grande maison d'édition publia un recueil de ses œuvres accompagné de textes critiques. Le tirage fut épuisé en quelques semaines. On organisa une tournée dans plusieurs capitales européennes. Elle y participa sans chercher à séduire le public. Elle se contentait de présenter ses tableaux, de répondre aux questions, de remercier. Elle savait que l'essentiel ne tenait pas dans les discours, mais dans la cohérence entre ce qu'elle vivait et ce qu'elle montrait. À Lyon, dans les quartiers périphériques, on la citait comme exemple dans les associations culturelles. Une fondation proposa même de donner son nom à un programme de bourse pour jeunes artistes. Elle accepta, à la condition que ces bourses ne soient pas attribuées selon les réseaux ou les concours habituels, mais sur la base d'un dossier anonyme. Elle ne voulait pas que son nom serve à valider les logiques qu'elle avait elle-même subies.
Un jour, en sortant de son atelier, elle croisa une jeune fille, timide, carnet de croquis en main. L'adolescente l'aborda, visiblement intimidée. Elle lui dit « Je veux faire comme vous. Je veux qu'un jour on me respecte pour ce que je crée, même si je viens de loin. » Clémence s'agenouilla légèrement, regarda la jeune fille dans les yeux et répondit « Alors commence. Pas pour être vue. Pas pour qu'on parle de toi, mais parce que tu as quelque chose à dire. Et n'arrête pas, même quand personne ne regarde encore. » La scène fut vue par quelques passants. Personne ne prit de photos. Personne n'en parla dans la presse. Mais dans cette interaction, comme dans chacune de ses actions depuis la fameuse soirée, Clémence confirmait une vérité simple. Elle n'était pas devenue grande à cause de ce qu'on lui avait fait. Elle avait révélé sa grandeur parce qu'elle avait choisi à chaque instant de rester fidèle à ce qu'elle savait d'elle-même. Aujourd'hui, personne n'ose plus sous-estimer Clémence Moreau. Non parce qu'elle est célèbre ou riche, mais parce qu'elle incarne la possibilité d'une transformation sans trahison. Elle s'est devenue un repère, un point d'appui pour ceux qui cherchent à avancer sans renier leur dignité. Elle ne s'est pas vengée, elle s'est révélée. Et c'est cela que le monde n'oubliera pas.